Bonjour à tous. Alors, juste voir si on peut faire la bascule. Alors déjà, merci à Jean-Marie et à toute l'équipe de l'école pour l'invitation. Je réitère mes remerciements également à la petite caverne parce qu'on a passé hier une soirée formidable. Et on dit souvent qu'il suffit d'avoir des tables, des chaises et des gens pour jouer, mais il suffit pas que de ça. Et ils ont créé justement toute l'épice qui fait qu'il y a une saveur particulière quand on est à cet endroit-là. Je vais essentiellement parler ce matin avec la casquette de sociologue. Alors, comme c'est indiqué également dans le programme, je développe des jeux. Je vais être amené aussi à aborder cet aspect-là, l'aspect plus auteur, développement, édition, mais peut-être plus dans la table ronde. Là, l'idée, c'est de travailler les questions d'interactivité, sachant que je n'ai pas la baguette magique pour vous expliquer comment tout fonctionne. C'est-à-dire que c'est un travail qui est en cours d'enquête et de réflexion. Donc je vais vous expliquer avec quoi je travaille. Je vais le faire avec peu de références à d'autres auteurs. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que voilà, dans un temps imparti, je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Donc s'il y a des personnes qui, à un titre ou un autre, souhaitent travailler le sujet, lire des travaux en anglais, en français, etc., je vous donne mon email et on dialogue de façon plus personnalisée, mais je vais faire une avalanche de références bibliographiques dans une petite conférence du matin où on risque d'avoir un effet un peu assommant. Je préfère pas, quoi. Donc on peut personnaliser les choses. La présentation que j'utilise aujourd'hui est peu adaptée à la prise de notes. Donc pareil, s'il y en a qui souhaitent l'avoir en PDF, j'enlèverai les images dont j'ai pas les droits, enfin, on fera ça proprement, mais vous pouvez tout simplement me la demander par mail. Le but n'est pas de vous obliger à gratter férocement pendant toute cette présentation. Alors, dans l'idée de jeu et d'interactivité, bon, ça paraît relativement évident. Qu'est-ce que quelque chose qui ne serait pas interactif ne serait a priori pas un jeu. Euh, on va ouvrir cette boîte-là. Pour introduire donc le sujet de manière plus précise, le travail dans lequel cette intervention s'inscrit, c'est ce que j'appelle l'écologie de l'intrigue, c'est-à-dire que c'est un gros travail, ça fait maintenant 3-4 ans que je travaille ce sujet. L'idée, c'est de travailler les liens entre scénarisation et interactivité. Liens qui paraissent a priori antinomiques, puisque scénarisation, ça suppose d'avoir un scénariste, un narrateur qui prend de A à Z la charge de nous raconter quelque chose, et interactivité, au contraire, ça suppose de qui met laisser la main, c'est-à-dire avoir des personnes à qui on va confier un personnage, ou alors c'est pas toujours par le biais d'un personnage, hein, on peut très bien avoir une interactivité où on a un point de vue surplombant, un God Game par exemple, on va jouer une posture de Dieu qui va choisir de faire apparaître des continents, des mers, des choses comme ça, donc on n'est pas toujours représenté par un réceptacle, un personnage qui serait donc l'avatar. Il y a d'autres manières de créer cette interactivité. Mais bien entendu, quand on scénarise pour l'interactivité, qui est quelque chose que je pratique en tant que joueur de jeux de rôle depuis l'adolescence et puis plus tard donc sous des formes publiées, il y a toute une série de problèmes de création, de scénarisation, d'ergonomie qui se posent parce qu'on n'a pas le confort entre guillemets du romancier qui sait ce que les personnages vont faire, qui peut décider que tel acte hautement improbable va se produire parce qu'il en a décidé ainsi. Lorsqu'on écrit pour un jeu de rôle, bah, on sait qu'on va avoir des joueurs qui vont prendre des décisions parfois très étranges. On sait qu'on va avoir des jets de dés. Enfin, en tout cas, il peut y en avoir dans la plupart des jeux, et donc il peut y avoir de l'échec. Il peut y avoir euh, des phénomènes fortuits qui risquent de faire partir l'idée scénaristique de départ complètement en dehors des rails. Donc ce sont des questions narratologiques, hein, au sens donc de la science du récit, la science de la mise en intrigue, et des questions sociologiques qui m'intéressent énormément. Le souci, si on fait qu'une narratologie des textes, des boîtes de jeux, etc.,
et qu'on analyse simplement les techniques scénaristiques, c'est qu'on ne voit pas comment ça se passe autour des tables. Donc j'essaye d'avoir alternativement le regard des narratologues, parce que ce sont des gens qui nous apprennent énormément de choses sur la façon dont on travaille le récit, et en même temps la méthode du sociologue, c'est-à-dire systématiquement aller voir autour des tables. Manuel parlera de Time Stories, j'observe comment sur le même scénario on peut avoir 3 ou 4 tablées différentes qui réagissent au même scénario, et ça c'est un travail un peu pas fastidieux, parce que c'est génial de savoir des gens qui jouent, hein, mais c'est un travail un peu rare en fait. Il y a peu de gens qui se disent tiens, je vais aller regarder d'autres personnes jouer et essayer de voir sociologiquement comment ça se produit. Surtout donc dans des jeux à dimension scénaristique. Donc j'aime bien parler d'articulation au sens où il y a des liens qui sont problématiques. Je ne sais pas dans quel sens l'articulation, si vous voulez, va fonctionner. Parfois ça peut être une articulation fluide, une articulation douloureuse. Enfin, la métaphore de l'articulation me paraît intéressante pour ça. Sur cette question de l'interactivité, je m'efforce, alors avec d'énormes guillemets, mais je vais expliquer le propos, de garder un regard neutre, c'est-à-dire de ne pas considérer que l'interactivité est une fin en soi et quelque chose de souhaitable. Et je continue de lire des romans, de regarder des films, des séries, etc., avec un immense plaisir, alors que je ne peux pas intervenir sur ce qui m'est raconté. Et j'ai aucune envie d'avoir un Kubrick interactif, d'avoir des liaisons dangereuses interactives, d'avoir... je ne veux pas. C'est tellement parfait que j'ai pas envie de mettre mon grain de sel dedans. Donc j'ai de la passion, de l'intérêt pour l'interactivité, mais ça veut pas dire que je le considère comme quelque chose d'immanquablement positif. Il y a des tas de situations où je trouve que l'interactivité est de trop, ou qu'elle est simplement une espèce de bannière un peu bidon qu'on rajoute parce que ça fait vendre. Interactif, livre interactif, comme ça, les petits macarons qu'on a dans l'édition, soit que l'interactivité est proche de zéro en réalité. Voilà, ça a un côté un peu slogan, un peu marketing qui parfois me laisse complètement de marbre. Et donc j'essaye, voilà, cette neutralité, ça ne veut pas dire que j'essaye d'avoir un regard froid et chiant sur le sujet, mais que j'essaye en tout cas de ne pas mélanger l'intérêt sociologique qu'il y a à travailler l'interactivité, parce que c'est un sujet sociologique qui me semble majeur, et l'idée que ce serait quelque chose d'esthétiquement souhaitable, qui a été quand même défendu par des prophètes de l'interactivité. On a eu un Negroponte par exemple dans les années 80 qui nous annonçait que tout basculerait vers l'interactivité. En gros, c'était ringard de continuer d'écrire des formes contemplatives du roman, du film, etc. Et que ça, c'était appelé à disparaître. Ça me semble complètement absurde. Au contraire, la diversité des produits culturels et des démarches artistiques me semble beaucoup plus souhaitable, surtout dans un espace contemporain qui est un espace de circulation des formes créatives sur les mêmes univers. C'est-à-dire avoir des gens, alors sur les grandes licences, des flagrants, Batman, Pirates des Caraïbes ou autres, on va avoir des points d'entrée qui peuvent être très contemplatifs. Je suis au fond de mon fauteuil et je regarde un film, je lis une BD, etc. Ou très interactif, je joue Batman, je vais aller contrer les méchants, etc. On peut avoir des choix différents autour de références fictionnelles partagées. Je vais avoir une dominante jeu de société, mais l'idée de ce travail et de la boîte à outils que j'utilise, que je vous propose d'expliquer, de partager, mais après voilà, c'est simplement vous expliquer comment je travaille, comment j'essaye d'avancer sur ces sujets-là. L'idée c'est d'avoir des notions qui soient redéployables sur le jeu de société et sur le jeu vidéo. Et de ne pas jouer l'un contre l'autre. J'ai un intérêt évident en tant que joueur pour les deux. Et à chaque fois, j'essaye de ne pas avoir des éclairages qui excluraient l'un ou l'autre. Et puis, quatrième aspect, pour terminer cette introduction, je travaille, alors ça fait grincer quelques dents parmi certains de mes collègues, mais c'est pas grave, c'est plus leur problème que le mien. Je travaille clairement dans une optique de recherche et développement. C'est-à-dire que je suis chercheur quand j'écris des articles de recherche,
j'interviens dans des colloques, etc., je joue le jeu de l'épreuve, quoi. Donc, quand je suis face à un éditeur, bah, voilà, je fais le travail de recherche, de collecte des bibliographies, des index, etc. Et quand je me mets à développer un jeu, bien entendu, ce travail-là de recherche nourrit la réflexion. Les 4h30 de TGV avec Fall et Manuel Rosoy, je dirais, c'est pour moi, c'est à la fois un grand plaisir perso et un moment de travail. C'est-à-dire que je repars avec des tonnes d'idées que j'avais pas en arrivant à Gare Montparnasse. Donc il y a systématiquement une démarche de ping-pong, si vous voulez, entre la recherche et le développement. Et alors, en termes d'images qu'on peut renvoyer ensuite dans l'enseignement et la recherche, ça peut engendrer des jugements. Mais bon, ça, on apprend à s'en détacher. C'est-à-dire, en gros, un prof qui écrit des romans, qui écrit de la poésie, etc., c'est un artiste, il a besoin d'exprimer un truc, etc. Un prof qui développe des jeux, il aime l'argent. C'est-à-dire que, a priori, alors que souvent, ça lui rapporte des cacahuètes. Hein, mais pour l'instant, je dirais, les jeux que j'ai faits m'ont maintenu très, très sérieusement à l'abri du succès, donc je peux en parler sans avoir de risque de conflit d'intérêts. Si je deviens multimillionnaire grâce à mes jeux, on en reparlera, mais pour l'instant, la perspective est assez éloignée. Mais voilà, il y a un jugement. Ah ouais, tu travailles avec des éditeurs? Bah oui, bah toi aussi, tu fais des romans. Oui, mais toi, tu testes tes jeux. Ah ouais, c'est vrai que je parle plus volontiers de posture de développeur de jeu que de posture d'auteur. Parce que dans ce que je fais, la question du design, la question du bêta-test est absolument centrale. Un jeu, ça se prototype et ça se teste. Et il y a eu plusieurs personnes hier qui ont participé à des parties sur des protos que j'ai amenés. Et à chaque fois, alors là c'était des protos un petit peu anciens, donc je connais bien les retours, j'intègre moins de remarques, mais quand on fait des soirées protos avec différents auteurs, ce sont des soirées où on se dorlote pas, si vous voulez. On va dire non, ça fonctionne vraiment pas, ça doit être modifié parce que sur telle classe d'âge ça risque de poser problème. Et donc à la fin, on n'est que partiellement l'auteur, hein, parce que par rapport à l'intention de départ, on a laissé effectivement une grosse porosité pour faire entrer l'avis des testeurs. Et donc, je trouve qu'on est beaucoup plus dans une posture de design, et je revendique l'étiquette game designer plutôt que celle d'auteur de jeu. Elle me semble plus proche de la démarche que j'ai quand je pars d'une idée, et qu'au fil des tests, bah, finalement, ce que j'obtiens est très 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 modifié, mais beaucoup plus proche de ce que j'ai observé autour des tables. Ça veut dire aussi que tout ce que je vais vous présenter au niveau conceptuel, je le présente si ça m'aide à avancer en termes de développement. C'est pas juste, tiens, est-ce que ça va faire joli dans un bouquin d'universitaire qui sera lu par 15 universitaires sur la planète? C'est est-ce que je peux en faire des outils qui, à un moment ou un autre, me permettent de dialoguer avec des développeurs ou de progresser dans mon propre travail de développeur. Alors, un petit regard sur la palette des objets et des terrains qui peuvent être derrière. Dans ce que je vais travailler, on a des story games. Hein. En haut à gauche, donc vous avez quelques cartes du jeu Il était une fois, hein, qui est sûrement le plus connu des jeux d'improvisation narrative, avec donc des ingrédients de contes de fées et puis des cartes de dénouement, hein, où donc l'objectif est de construire à plusieurs un conte merveilleux. On va avoir, alors ça c'est un terrain que sur lequel je lis des choses de seconde main, parce que si je travaillais ça sur le terrain, ça prendrait 4 ans de plus. Donc il y a un moment où il faut gérer le temps de recherche. C'est le jeu de rôle grandeur nature, donc la photo avec les personnes costumées dans la forêt, où voilà, je lis énormément ce qui se produit de la part de collègues, de jeunes chercheurs sur le sujet, parce que bien entendu, quand on parle d'écologie de l'intrigue et de l'idée qu'il y a un lien entre la scénarisation et l'environnement, avoir des gens qui choisissent des environnements réels pour faire de l'improvisation narrative, c'est simplement fabuleux. Mais après, on ne peut pas être partout. Vous allez avoir des jeux de société scénarisés et jouables une seule fois, tout ce qu'on appelle les jeux legacy. Seafall en est un sur lequel, donc là je suis embarqué
littéralement dans des parties au long cours. Et ce sont des jeux donc qu'on va jouer en plusieurs sessions. Il faut avoir une tablée qui est prête à jouer pendant plusieurs mois à la même chose, donc il faut bien sélectionner ses joueurs. Et à la fin ou pendant les parties, on va rajouter par exemple des autocollants sur le plateau de jeu, on va ajouter les autocollants dans les règles, donc les règles ne vont pas être les mêmes au début et à la fin. Et ces jeux scénarisés sont un objet relativement récent, qui ont pas chamboulé, mais en tout cas qui ont enrichi le milieu de l'édition de jeu. Donc ça fait partie des objets sur lesquels je travaille. On a bien entendu toute la pratique du jeu de rôle sur table, donc là j'ai simplement cité Fate comme un exemple, histoire de ne pas citer toujours les mêmes, des Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, etc. C'est un domaine sur lequel j'ai jusqu'ici beaucoup publié, qui est le point d'entrée, je dirais, de mes travaux en sociologie sur le jeu, et ça reste un élément pivot dans la question donc, du travail sur scénarisation et interactivité. On va avoir donc des jeux de plateau comme Time Stories, mais bien entendu je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisqu'on a l'auteur qui va intervenir cet après-midi, donc je vais largement le laisser présenter sa propre création. Et puis des jeux vidéo au sens large. Là je prends GTA parce qu'il est emblématique et parce qu'il est méchamment bien écrit, mais il s'agit en général de repérer les éléments de scénarisation et les techniques qui sont à l'œuvre dans les jeux vidéo, mais pas que. Donc, vous voyez que la palette est large, et l'idée de se donner des outils qui soient transposables d'un terrain, d'un objet à l'autre, n'est pas nécessairement simple. Alors dans cette première partie, je vais exposer deux regards. D'abord un regard en termes d'outils, et ensuite un regard en termes de ressenti de l'interactivité. Les outils, si j'essaye d'exprimer l'interactivité en un sens technique, ça va être essentiellement, on a visité l'école hier, on a besoin d'un outillage technologique, alors qui peut être très rudimentaire ou très sophistiqué, suivant les projets. On peut travailler sur des formes très virtuelles, très tangibles, très papier-crayon, très orales, etc. sur l'interactivité. Les supports de l'interactivité sont extrêmement variés. La définition de base que je me donne pour travailler l'interactivité, c'est quels sont les moyens qui donnent prise à l'utilisateur sur les objets et les événements d'un environnement de fiction. Et l'idée d'avoir prise, ça a l'air très simple comme expression, mais ça pose une définition forte et exigeante de ce que c'est que l'interactivité. C'est-à-dire, est-ce que je fais la différence ou est-ce que je suis simplement à choisir entre des options qui sont déjà complètement scénarisées, complètement sur la table, et qui font que on va avoir une expérience extrêmement proche d'une tablée à l'autre, d'une lecture à l'autre, etc. Ce que je ne veux pas travailler, c'est toute cette pseudo-interactivité qu'on nous fourgue depuis 30 ans, qui consiste à dire « Ah, c'est interactif parce que tu as un audio-guide pour visiter le musée ». Visite interactive simplement parce que chacun est comme ça, en train de passer devant les œuvres. Oui, bien sûr, on va avoir une navigation choisie. Le DVD est plus interactif que le film qui passe à l'écran au cinéma parce que je peux faire de l'arrêt sur image. Mais j'ai pas prise sur ce qui se passe. Donc ce que j'appelle interactivité, c'est vraiment quand, par un moyen X ou Y qui nous est donné technologiquement, je peux intervenir sur le contenu fictionnel. Je peux choisir à travers un personnage, à travers des paramètres de gestion, ça peut être des simulateurs façon SimCity, c'est-à-dire que je peux très bien jouer sur la taxation des revenus ou décider d'aller taper un monstre avec une épée. Les formes de l'interactivité, les outils de l'interactivité sont extrêmement variables, mais l'idée c'est que j'ai une intervention pertinente dans un univers de fiction. Ça sont les moyens technologiques. Après, on a des outils scénaristiques. Et donc, ce qui me semble intéressant à travers la question de l'interactivité, c'est qu'on est sans arrêt dans la question du dialogue entre guillemets, les codeurs,
hein, les mathématiciens, des gens qui sont plus dans une logique de motorisation de la fiction. Qu'est-ce que je veux faire fonctionner comme moteur physique, comme moteur graphique, si on discute avec des gens qui sont dans le milieu du jeu vidéo par exemple, et des scénaristes. Et on le voit, on a eu des réunions chez certains studios de jeux vidéo, qu'en interne, la question du dialogue entre les développeurs et les scénaristes est déjà pas simple, parce qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à stabiliser le vocabulaire commun. Quand ils sont autour de la table en réunion, avoir simplement les mêmes références quand ils utilisent un calendrier de travail n'est déjà pas gagné. D'un point de vue scénaristique, il y a deux questions à se poser. Et si vous avez des projets à dimension interactive, ça me semble être des questions pratiques à se poser. Déjà, est-ce que je suis sur un mode de communication digital ou analogique? Alors digital, ça ne veut pas nécessairement dire informatique. Ça veut dire une forme de communication qui est univoque, c'est-à-dire où à chaque message correspond une seule signification. Les échecs, le jeu d'échecs est totalement digital. C'est-à-dire qu'on ne va pas interpréter ce qui se passe, et donc on peut jouer aux échecs avec des pièces en bois, on peut jouer aux échecs en aveugle, hein. Les gens qui sont particulièrement virtuoses vont simplement s'échanger sans même regarder l'échiquier, la position des pièces, hein. Vous avez ça dans les films pour montrer que les gens sont très intelligents. Alors, ils vont montrer qu'ils sont capables de jouer aux échecs en aveugle, hein. Typiquement Sherlock Holmes et Moriarty par exemple, hein, dans le deuxième Sherlock Holmes de Guy Ritchie, hein, vous avez une scène comme ça où il termine la partie sans même regarder l'échiquier. Et la particularité de cette communication digitale, c'est qu'elle est transposable sans perte de qualité, sans perte d'information, vers l'informatique. Mais ça n'est pas que de l'informatique. Il n'y a pas plus digital que le Go, qui est un jeu qui se pratique plus facilement sur un plateau que sur un écran, pour des tas de raisons d'ergonomie. Et ce qui est analogique, c'est au contraire ce qui suppose une communication univoque, c'est-à-dire d'avoir des interprétants, hein, des êtres humains, qui vont prendre des décisions en fonction de leur interprétation des messages qu'ils reçoivent. Le plus souvent en langue naturelle, c'est-à-dire le fameux « que faites-vous » qu'on a dans des parties de jeux de rôle. Alors si vous n'avez jamais pratiqué de jeux de rôle, vous avez l'occasion, parce qu'il y en a plein maintenant, de suivre des parties filmées, et notamment les parties animées par Fall. Il en parlera mieux que moi. Ce qui est fabuleux avec le jeu de rôle, c'est que à partir du moment où tu dis « que faites-vous » à des joueurs, ce qu'ils disent n'est plus dépendant simplement de ce qui a été codé. C'est-à-dire que si je joue par exemple à un jeu vidéo comme GTA, dont je parlais, si j'ai envie de creuser un trou dans mon jardin, je peux pas. Je peux massacrer tous les gangs de la ville, mais faire un truc aussi couillon que creuser un trou dans le jardin, dégonder une porte, hein, je peux ouvrir ou fermer une porte, je peux la défoncer, mais dégonder une porte, l'attraper et puis la retirer de ses gonds, qui est un acte que je peux faire au quotidien. Il faut avoir une bonne raison, mais voilà, c'est pas très compliqué. Si j'essaye de faire ça, l'interface ne me permet pas de le faire. Et si par contre je suis en jeu de rôle et que je dis à Fall qui maîtrise la partie, je dégonde la porte, il va pas se mettre à bugger. Il va pas me regarder en disant... Tandis qu'un jeu vidéo vous répond comme ça. C'est-à-dire, comme il n'est pas capable de traiter la communication analogique et d'interpréter des situations qui n'ont pas été codées comme coup attendu dans le jeu, bah, il réagit pas, tout simplement. Ce qu'on appelle des limites d'opérabilité, c'est-à-dire que le système, vous avez par exemple des textures sur les murs qui représentent du vieux crépi tout explosé, qui représentent des affiches, etc. Et si vous dites, bah, ce crépi, je l'enlève, je le gratte, l'affiche, je la déchire, etc. Limite d'opérabilité, le jeu vidéo ne vous permet pas de le faire. En jeu de société, si j'annonce qu'il y a une porte, que quelqu'un en face me dit, bah, j'ouvre la porte, et que je dis, bah non, elle s'ouvre pas en fait, elle est juste peinte sur le mur, tout de suite ça pose des questions. Alors qu'en jeu vidéo, on est habitué à ces limites en fait. C'est-à-dire qu'on les traite de manière conventionnelle. On sait qu'il y a des tas de portes qui s'ouvriront pas, parce qu'elles sont juste là pour que le mur soit pas uniforme et moche, mais que c'est juste de la texture, c'est juste un travail de décoration. Donc la communication analogique ouvre beaucoup plus de possibilités, par contre, elle est beaucoup moins facile
à fixer et à reproduire. C'est le problème notamment de, visibilité du jeu de rôle sur table, c'est que si on n'a pas vécu ou observé grâce à la vidéo la manière dont ça se passe, on ne peut pas expliquer, transposer, le vendre à l'autre bout de la planète de manière équivalente, puisque ça suppose toujours d'avoir un meneur de jeu humain qui va gérer l'animation de la partie. L'autre aspect, c'est en termes de construction de l'intrigue, à quel endroit je place l'interactivité. Alors ce que j'appelle l'interactivité pourquoi, l'interactivité comment et l'interactivité quoi, je vais vous l'illustrer avec un schéma que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises pour expliquer la différence entre du scénario que j'appelle contemplatif, hein, c'est-à-dire roman, bande dessinée, série, cinéma, etc. Ce que nous disent les narratologues, vous êtes tous plus ou moins passés par ça dans vos cours de français, hein. Quand on construit un récit, on a un schéma en 5 étapes. Il y a un état initial du monde de fiction qui est proposé. Il y a une exposition de la problématique, tiens, le shérif est de retour en ville, des péripéties, hein, le shérif va se retrouver dans toutes sortes de mésaventures, etc. Un dénouement, l'ordre a été rétabli dans la ville, et un état final qui fait que les choses sont apaisées et que éventuellement le cow-boy solitaire peut repartir dans le soleil couchant. Et là-dessus, on n'a pas eu l'occasion d'intervenir. En fait, ce schéma à 5 étapes, ce qu'on appelle le schéma Kinner, donc à 5 pas dans la narratologie, si je le transpose à des formes interactives, j'ai un état initial du monde. Au lieu d'avoir une exposition qui nous dit quel est le problème, je vais avoir une consigne. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne ce qu'on attend de moi. Votre mission, si vous l'acceptez. Je vais ensuite avoir une épreuve. Et comme c'est une épreuve, comme c'est interactif, éventuellement, je vais me planter. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit que je réussisse. Il n'est pas dit que je vais réussir d'une seule manière. C'est-à-dire que je peux avoir des résultats réussis de plusieurs natures. Je peux réussir tout en ayant des dommages collatéraux. Ou je peux avoir une réussite critique, une réussite parfaite, etc., qui fait que sur le coup je vais être vachement content, mais ensuite je vais avoir une pression très très forte, parce que par exemple le personnage médiéval fantastique qui va tuer le dragon par chance d'un seul coup d'épée, ensuite tout le monde va venir le chercher pour lui demander d'aller tuer son dragon local, et donc il va se retrouver avec un cahier des charges absolument terrible sur le reste de sa vie, parce qu'on lui a créé une légende, parce que les bardes chantent ses exploits aux quatre coins du royaume. Donc les répercussions d'un exploit interactif ne sont pas nécessairement faciles à simuler, à interpréter. Et très souvent, quand le résultat aboutit à un échec, la culture vidéoludique nous habitue à un retour en arrière. On va récupérer une sauvegarde, ou ça va tout simplement reboucler sur la consigne. C'est-à-dire qu'on a un rapport à l'échec, si on ne pratique que le jeu vidéo, qui est assez étonnant, puisqu'en fait c'est un rapport à la réitération. C'est « Ah, j'ai perdu !» Ok, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je refasse 10 minutes de la même chose. C'est-à-dire que quand on dit qu'un jeu vidéo est punitif, c'est souvent que simplement il nous oblige à rejouer, ce qui n'est pas une punition majeure quand même. Si vous faites du jeu de rôle sur table, là c'est vraiment punitif. C'est-à-dire si ton personnage est mort, tu restes sur le canapé à attendre que les autres aient fini de jouer pendant 2 ou 3 heures. Il y a une dimension punitive qui est absolument pas la même, parce qu'on ne sauvegarde pas quand on est en train d'improviser avec un groupe. On peut pas dire « Ah, excusez-moi, je me suis trompé, on va repartir 30 minutes en arrière et faire les choses différemment ». Enfin, c'est possible, mais c'est quand même pas favorisé par les choix en général des joueurs. Et là-dedans, donc vous voyez que le schéma est globalement similaire dans son déroulement, sauf que quand on expose une consigne dans le cadre d'une quête, il faut être très précis sur ce qu'on attend des gens. Et éventuellement, on peut avoir quelque chose d'un petit peu pervers dans l'exposition de la consigne. C'est ça que j'appelle l'interactivité. Pourquoi? Si on choisit d'introduire l'interactivité à ce niveau-là, ça va être par exemple le cas classique, vous êtes dans une auberge et il y a un personnage mystérieux avec une capuche, etc., qui arrive et qui vous donne une mission.
L'interactivité, pourquoi? Ça va être par exemple le truc qu'on voit quasiment tout le temps aux tables de jeu. Bah, pourquoi il nous demande ça? Mais pourquoi tu vas pas toi-même? Et ça, vous voyez que dans la plupart des jeux vidéo, on ne peut pas le faire. Jeu vidéo, le quest giver, la personne qui va vous donner la quête, elle est dans l'auberge, elle arrive. Il me faudrait 18 champignons bleus pour finir ma recette. On ne sait pas pourquoi ces champignons sont bleus, pourquoi il en faut 18, etc. Mais bon, je pense que si vous avez fait des jeux vidéo, vous êtes habitué au truc. C'est-à-dire que, ah bon, ils sont où? Ils sont dans les montagnes, il y a des grizzlies. Okay, alors ça tombe bien parce qu'il y en a un autre qui vous a demandé des pots de grizzly, et puis vous savez qu'il y a des méchants, donc que vous allez aussi ramener des pièces d'or, etc. Et la mise en cause du pourquoi, ou l'idée que vous pourriez avoir vos propres objectifs, en disant mais moi les champignons bleus je m'en fous, je vais aller dans la montagne pour faire complètement autre chose, c'est un choix d'interactivité qui a des implications scénaristiques fortes. Et donc si on choisit de faire l'interactivité, pourquoi? Ça suppose ensuite d'écrire, de scénariser, en se disant dès l'exposé d'une consigne, on peut donner prise aux joueurs. Mais les implications ne sont pas du tout les mêmes que dans l'interactivité. De l'interactivité comment? L'interactivité comment? C'est, vous avez cette consigne, et en gros, comment allez-vous vous dépatouiller pour y aboutir? C'est l'interactivité qu'on observe dans quasiment tous les jeux vidéo en solo. C'est-à-dire que je joue à GTA, je joue à The Witcher, je joue à Hitman, etc. On va me dire, Hitman, tu dois tuer, c'est pas un jeu Peace and Love, hein, on doit tuer, on joue à un tueur à gages et on doit tuer donc 2 ou 3 cibles par mission. Et ce qui est très rigolo dans Hitman, c'est comment on va le faire. C'est cette interactivité comment qui fait que je peux le faire avec une corde à piano, je peux le faire en faisant tomber un objet très lourd sur ma victime, je peux le faire en empoisonnant la personne ou en lui donnant un vomitif qui fait que je vais la noyer dans l'eau de ses toilettes, etc. C'est-à-dire qu'il y a une palette des outils du crime qui est très rigolote hein, quand on est en train de jouer à Hitman et qui peut laisser les gens un petit peu verdâtres quand ils nous regardent jouer. Ça, c'est l'interactivité comment, qui est donc la plus fréquente, mais pas la seule. C'est pas parce que l'essentiel de nos expériences de la fiction interactive nous propose de faire ça que l'interactivité pourquoi ou que l'interactivité quoi n'existe pas. L'interactivité quoi, c'est la prise au sérieux des résultats de l'action qui va engendrer donc un nouvel état initial sur lequel on va recréer donc de nouvelles épreuves, de nouvelles étapes du récit. Dans le principe, ça a l'air facile comme tout. Dès qu'on est sur des questions de développement, c'est un pur cauchemar parce que ça va nous donner des arborescences. Et quand on parle d'arborescence à un éditeur, il dit mais non, mais ça va coûter une fortune. Si dès la première épreuve, il y a 4 dénouements possibles, et la deuxième épreuve, il y a encore 4 dénouements possibles, on est déjà à 16 histoires à raconter. Et là, je suis dans l'hypothèse de dénouement visible. C'est-à-dire où on peut dire, il y a eu des choix, c'est un système de choix multiples. Donc souvent, quand on a des arborescences comme ça, on va les élaguer. Très souvent, il va y avoir des choix mortels. Donc, on ouvre telle porte, on est mort. Donc ça permet d'éviter l'explosion des combinaisons possibles autour d'un seul choix. Et on va en fait se ramener au fil des choix vers des goulets d'étranglement. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends le couloir de gauche, le couloir du milieu, le couloir de droite, il va y avoir tel ou tel adversaire, tel piège, telle énigme, et puis à la fin, on arrive à la salle centrale. Donc on a eu une trifurcation, et juste après, hop, on vient au même endroit, ce qui évite d'avoir trop de situations différentes à gérer. La prise en compte réelle de l'interactivité c'est ce qu'on observe le mieux dans les jeux de rôle sur table, puisque justement la communication analogique, le fait d'avoir un meneur de jeu humain et pas logiciel qui s'occupe de ce qu'on fait, l'amène sans arrêt à improviser sur ce qui vient de se produire. Si par exemple on joue un jeu d'enquête comme Cops, par exemple, un jeu qui se passe donc dans le Los Angeles futuriste, et que au lieu de faire l'enquête de façon maîtrisée et correcte,
on joue des flics qui sont un peu des chiens fous, qui perquisitionnent sans avoir le droit, etc. L'interactivité quoi? C'est vous n'aviez pas le droit de faire ça. Donc procédure disciplinaire, et donc on avait prévu une soirée jeu dans laquelle il y aurait une enquête, et en fait au bout d'une heure de jeu, on est sur une bifurcation complète qui n'est pas dans le scénario, mais qui est complètement à la charge du meneur de jeu qui improvise, qui est ok, bon bah voilà, ils se sont comportés de façon complètement illégale. Je vais leur décrire ce que c'est que le système de sanctions, et je ne vais pas juste leur décrire, je vais leur faire vivre le système de sanctions qui consiste à avoir l'inspection des services qui commence à s'acharner ou à simplement sanctionner une équipe qui a dérapé. Donc vous voyez que suivant, alors si j'ai un programme d'interactivité absolue, je combine les trois. Bien entendu, les trois sont totalement combinables, mais souvent, ce qu'on est amené à vivre comme expérience interactive, c'est l'une des trois, parce que plus on va vers une interactivité forte, et plus ça pose des problèmes en termes de scénarisation et de développement, et donc plus on doit se reposer sur les capacités d'improvisation, au lieu de s'appuyer sur de la scénarisation qui se fait avant l'expérience de fiction. Le vécu de l'interactivité, c'est pas la question des outils, c'est la question de comment les gens le ressentent, et ça, pour ça, il faut faire le terrain. Quand on interroge ou quand simplement on regarde des personnes qui se confrontent à des fictions plus ou moins interactives, puisque c'est pas interactif ou non, hein, ce sont des niveaux d'interactivité plus ou moins marqués. Le sentiment, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le donner prise, hein, techniquement. Le sentiment d'avoir prise sur la fiction ne vient pas mécaniquement des outils. C'est-à-dire c'est très étonnant quand on observe d'une tablée à l'autre l'idée, est-ce que vous avez ressenti une interactivité par exemple, des gros joueurs très habitués, quand on leur fait un scénario d'initiation au jeu de rôle très linéaire, ils vont dire ah mais non, mais on s'est senti mais dans un carcan, on a bien vu toutes les ficelles scénaristiques qui nous ramenaient sans arrêt à ton idée de départ. Donc non, là on n'avait vraiment pas l'impression d'avoir prise là-dessus, tandis que si on prend des gens qui n'ont jamais pratiqué un jeu de rôle et qu'on leur fait faire un scénario même hyper dirigiste, le simple fait qu'on leur dise que faites-vous, et bien entendu, premier jeu de rôle, on essaye plein d'âneries, quoi. On dit, que faites-vous? J'explose le mur. Pourquoi t'exploses le mur? C'est juste pour savoir si ça marche, quoi. C'est le flic qui m'arrête, mais je l'insulte. Parce que tu peux pas le faire dans un jeu, enfin, sauf s'il y a marqué insulter le flic. Mais dans la communication analogique, tu peux essayer des trucs complètement improbables. Et donc, des joueurs qui mettent à l'épreuve cette liberté-là vont se dire ah génial, j'ai un humain en face qui répond à ça et qui me dit ah ouais, le flic a pas l'air content, et qui va improviser tout ce qui découle de ça. Donc le ressenti peut être très variable, et il me semble intéressant de ne pas travailler de l'interactivité simplement avec le regard technique et scénaristique. Quels sont en gros les moyens techno et les moyens d'intelligence scénaristique qu'on a, mais également la promesse d'interactivité. Alors je vous disais, il y a des promesses qui me laissent vraiment de marbre, typiquement l'interactivité par l'audio guide ou ce genre de choses, mais il est clair que c'est une promesse marketing de dire vous allez avoir une très forte interactivité sur une œuvre. C'est une promesse en art. Donc là, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur la question, mais on voit bien que quand on nous annonce qu'une exposition est interactive, c'est très diversement accompli dans la réalité de notre contact à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et que ce serait que de la poudre aux yeux, mais en tout cas que c'est du registre de la promesse. Et ensuite, on va avoir un ressenti qui va être un ressenti de satisfaction, au contraire de trahison par rapport à cette promesse-là. Et bien entendu en pédagogie. Il y a aussi dans le domaine de la pédagogie, alors qui est très périphérique par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, mais il y a eu toute une vogue de l'interactivité qui était censée être une fin en soi et sur laquelle on peut ensuite retomber de haut en disant non, c'est pas interactif, c'est absolument pas interactif, c'est juste une manière de mettre une petite couche, ce qu'on appelle souvent de la gamification, mettre une petite couche de convivialité, de pointification des résultats, etc. Mais
l'interface en elle-même ne me donne pas prise sur mes apprentissages. Donc le ressenti va varier fortement d'une personne à l'autre, très souvent en fonction de ses expériences passées de l'interactivité. Donc il y a un niveau d'exigence qui est très variable là-dessus. On peut, alors ce sont des techniques de scénariste ou de meneur de jeu, donner l'impression qu'une expérience est fortement interactive tout en ayant un scénario hyper contraignant. Ça marche pas 20 fois avec le même groupe, mais ça fait partie des ficelles de scénarisation et d'animation de partie que toute personne qui a conduit un jeu de rôle finit par avoir en tête. Le coup du pont, par exemple. Il faut remonter une rivière, et donc soit on reste sur la rive gauche parce qu'on y est déjà, soit on passe le pont pour aller sur la rive droite. Donc on a l'impression qu'on a un choix. Et que, suivant qu'on reste rive gauche ou qu'on passe rive droite, il y a des choses différentes qui sont prévues dans le scénario. Et vous avez des scénaristes qui disent, mais vous emmerdez pas, vous mettez exactement la même épreuve, la même rencontre, le même piège, les mêmes monstres, de part et d'autre, puisque de toute façon, vos joueurs prendront la rive gauche ou la rive droite. C'est pas la peine de vous embuscailler à prévoir deux types de rencontres. Donc, du point de vue de vos joueurs, ah, j'ai vraiment fait la différence. Attends, on a passé le pont, quoi. C'est pas comme si on était resté sur la rive gauche. Et en fait, il s'est produit exactement la même chose. On a créé un faux choix qui donne l'impression d'avoir eu prise, alors qu'en fait, on est tombé exactement sur ce qui était prévu dans le scénario. Le fait de laisser des espaces de navigation totalement ouverts, comme le désert, la jungle, etc., vous permet de faire arriver, en tant qu'animateur de la partie, ce que vous voulez, au moment où vous voulez. Donc je suis dans le désert, bah, tu peux partir dans toutes les directions. Tu pars vers où? Je pars vers l'ouest. Ah bon, tu fais comment? Je suis le soleil. Et au bout d'un moment, tu tombes sur quelque chose. Donc, heureusement que je suis parti vers l'ouest, sinon je ne serais pas tombé dessus. Bah non. Quelle que soit la direction que j'ai choisie, le meneur de jeu, le scénariste, avait dit, bon, voilà, quand ils en ont marre de marcher dans le désert, quand ils sont bien desséchés, faites tomber sur eux tel événement, il y a une caravane qui les rencontre, ils tombent sur un oasis, etc. Et comme on a souvent des habitudes qui sont liées aux jeux vidéo, où là, l'espace est prédéfini, c'est-à-dire que si je pars à l'ouest et si je pars vers l'est, il va se passer des choses différentes. L'idée d'avoir quelqu'un qui improvise et qui en fait n'a prévu qu'un oasis dans ce foutu désert, parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant, et qui le place à l'endroit où les joueurs sont partis, enfin, les personnages ont fait aller les joueurs ont fait aller leurs personnages, eh bien on donne l'impression d'une très grande liberté de navigation et d'une interactivité forte, alors qu'en fait on est sur quelque chose de totalement linéaire. La fausse improvisation, ça c'est une technique de meneur de jeu. Vous êtes face à une table, hein, et il vous annonce exactement ce que vous aviez prévu, ce qui est dans le scénario, c'est-à-dire ce mec avait l'air louche avec sa capuche tout à l'heure, on va enquêter sur lui avant d'aller chercher les champignons bleus. Et en fait, vous avez tellement fait des caisses en termes de jeu pour donner à ce personnage un air louche, que dans le scénario c'est prévu qu'ils enquêtent dessus. Mais pour donner le sentiment que vous vous y attendez pas, vous allez dire à vos joueurs, vous êtes sûr que vous faites ça? Ouais, vous êtes sûr? Et là vous refermez ostensiblement votre cahier, votre livre, etc. L'air de dire, bon bah tant pis, quoi, mon scénario est foutu, il va falloir que j'improvise. Alors qu'en en fait ils sont tombés exactement sur les rails que vous aviez prévus. Et donc ça, ce geste, ok, on va improviser, ça y est, on part en live, ça donne une impression d'interactivité à votre groupe, hein, qui est totalement bidon, mais qui peut enfumer comme ça quelques joueurs débutants ou occasionnels. Donc ces techniques-là font que c'est toujours intéressant de croiser les questions d'interactivité programmée technologiquement et les questions de ressenti de l'interactivité. Illustration avec Hitman, donc la version 2016, hein, donc sortie chez IO Interactive. Vous avez donc des missions. Là, je prends la mission, la deuxième chapitre de la campagne, donc qui se passe à Sapienza, donc en Italie. Vous devez vous infiltrer. Là, je spoil rien, c'est la consigne. Vous devez vous infiltrer donc dans le manoir d'un grand biologiste, le tuer la seule personne qui comprend ses travaux et qui serait capable de reprendre donc la suite du développement de son virus mortel et aller détruire le virus dans le laboratoire souterrain sous la résidence. Et
On a, si je regarde simplement au niveau techno, on a une interface qui est très bien pensée, hein. C'est une vieille licence entre guillemets Hitman sur laquelle on est habitué à un certain gameplay qui combine donc les questions d'exploration de l'espace et d'infiltration, notamment le personnage, donc l'agent 47, hein, qui est le personnage qu'on joue, a une capacité de caméléon. À chaque fois qu'il prend le déguisement de quelqu'un, il s'ouvre des nouvelles zones où il ne va pas lancer l'alerte, hein. En gros, s'il est déguisé en cuisinier, il peut se balader dans les cuisines sans que les autres cuisiniers s'en aperçoivent, ce qui peut paraître un peu étrange, mais voilà, c'est mieux que s'il arrive effectivement avec un costume d'éboueur ou avec un costume d'agent de sécurité. Et les périmètres dans lesquels il peut naviguer sans être repéré, ou au contraire les périmètres dans lesquels il va donner l'alarme parce que son costume ne correspond pas à ce qu'on y attend, vont être complètement définis au niveau du code. Ça, c'est une décision dans laquelle les scénaristes et les codeurs vont faire correspondre, si vous voulez, le code et les intentions scénaristiques. L'essentiel de ce qu'on fait dans Hitman, c'est de l'interactivité commande. C'est-à-dire que la mission ne se terminera que quand on aura tué ces 2 Italiens et détruit leur virus. Donc la question du quoi ne se pose pas. Une fois qu'on aura rempli la mission, il n'y a pas 36 manières de réussir, et ça débloquera une cinématique qui nous amènera au 3e volet de la campagne, qui est complètement étanche par rapport au précédent. C'est-à-dire que les choix qu'on a pu faire ne se répercutent pas sur l'état du monde qui suit. Le chapitrage peut être ouvert, c'est-à-dire avec des effets de sauvegarde qui font que la mission suivante va être impactée par les choix, ou au contraire, on peut avoir un chapitrage complètement étanche. Il y a souvent du chapitrage étanche quand il y a de la comparaison de résultats en ligne entre les joueurs. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus favoriser cette comparaison, cet étalonnage des performances des joueurs si on a des chapitres qui sont complètement indépendants les uns des autres, puisque après, ça permet de les traiter chacun comme des mini-jeux. Et on n'a pas d'interactivité. Pourquoi? C'est-à-dire 47, en tant que tueur, ne va pas aller voir son commanditaire en disant « Mais t'es sûr qu'on va faire ça moi ça me gêne quand même, ce gars a l'air sympathique, c'est peut-être pas lui le vrai coupable. » Alors qu'en jeu de rôle, ça viendrait tout de suite. Enfin, jeu de rôle sur table, pourquoi tu nous demandes de tuer ce mec-là, que vous ayez la capuche ou pas? A priori, quelqu'un qui vous pose une mission, on est tellement habitué à des scénarios un petit peu paranoïaques, où la fille ou le gars qui vous amène une mission est a priori quelqu'un d'hyper louche, et a souvent 2-3 niveaux de motivation complètement opaques, que l'interactivité, pourquoi? Elle intervient souvent dès les premières minutes d'un jeu de rôle sur table. Là, on n'a pas cette possibilité-là. La promesse de rejouer est soutenue dans l'interface du jeu par ce que j'appelle des appâts, hein, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui sont disséminés dans l'environnement. Dans Sapienza, par exemple, dès qu'on commence la mission, on voit une fille qui est en train de parler à son frère du bas de la rue vers le balcon. Donc, bien entendu, on n'entend qu'elle sur la place, et ça nous indique que là, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et puis, on voit plus loin une camionnette dont le moteur dégage une épaisse vapeur, et qui est également un appât. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresserait pas à cette camionnette s'il n'y avait pas cette espèce d'énorme signal de fumée façon western qui nous disait là aussi va voir, il y a un truc. Et puis après il y a plein bien entendu d'éléments complètement anodins sur lesquels on n'est pas spécialement attiré. Mais les scénaristes, pour bien indiquer qu'il y a plusieurs manières de faire la mission, vous donnent dès vos premiers pas dans le village de Sapienza l'idée que vous n'êtes pas obligé simplement de prendre un gros flingue et de buter tous les adversaires les uns après les autres. Il faudrait jouer à un autre jeu pour trouver ça rigolo. Dans Hitman, ce qui va être intéressant, c'est de jouer l'infiltration et de tester la vingtaine de manières différentes qu'on a d'aller exécuter ces personnes. Ensuite, on a des récompenses sous la forme de challenges qu'on va débloquer. Et donc le plaisir du joueur fan de Hitman, ça va être pas de faire simplement une fois la mission et de passer à la suivante, mais ça va être de faire 5, 10, 20 fois la même mission pour débloquer tous les challenges, pour dire ah ouais mais attends, le biologiste italien, si je le tue avec un canon du 18e siècle depuis l'ancienne forteresse, c'est quand même vachement plus rigolo que la corde à piano que j'ai utilisée dans la mission précédente.
Et donc on va avoir, quand on regarde les critiques de ces jeux, parce que c'est fondé sur la réitération de la même mission, des joueurs qui vont dire « ça m'intéresse pas ». Moi je préfère un jeu plus narratif où on me raconte beaucoup de choses. Si je passe 60 heures sur un jeu, je veux 60 heures de récit pur. Et d'autres qui vont dire « non, j'aime bien justement cette réitération parce que sur le même setting, sur la même petite poche d'espace-temps, je vais pouvoir expérimenter des tas de choses. » Donc on va avoir des attentes très hétérogènes en fait, et qui vont se répercuter donc sur les jugements, sur la façon dont les gens vont critiquer, se recommander, ou au contraire se déconseiller Hitman, suivant donc la forme d'interactivité qui est proposée. Exemple de challenge qui nous est proposé dans Hitman. On commence par nous dire il faut infiltrer la résidence, etc. Et puis petit à petit, on identifie des endroits où on peut également se comporter comme un sniper. Et donc, si on choisit d'assassiner une des cibles depuis le clocher de l'église avec un fusil à lunettes, bah, on va débloquer un nouveau challenge. Et donc, le plaisir, effectivement, de faire 100% d'un chapitre dans Hitman, c'est tester tactiquement des possibilités très diverses. La deuxième partie de cette intervention, qui va être plus courte, c'est en gros la présentation du modèle que j'utilise pour étudier les jeux et leur rapport à l'interactivité. Je vous donne simplement la référence parce que voilà, ça vient de paraître, et c'est vraiment là-dessus que je vais appuyer cette deuxième partie. Mon idée, c'est de ne pas réduire l'expérience du jeu à une seule dimension. Certains jeux n'ont qu'une seule dimension. C'est-à-dire que si je cherche un engagement, une intrigue, je sais pas, dans le Sudoku, je vais la chercher longtemps. Ça ne veut pas dire que le Sudoku est un mauvais jeu, ça veut dire que le Sudoku ne requiert qu'un seul type d'engagement. C'est pas un outil de socialisation particulièrement intéressant. On va pas discuter, on peut trouver le 7. Ouais. Donc voilà, on peut en discuter parce qu'on est un peu paumé, mais la plupart des jeux de patience, des jeux d'élucidation, des puzzle games, etc. sont plutôt centrés sur de la gamberge pure. L'idée du modèle médial, donc, que je vous projette là, juste pour vous montrer son architecture, c'est de dire l'engagement ludique, c'est pas des typologies étanches comme on a dans les vieux textes, type les textes de Roger Caillois par exemple sur les jeux et les hommes, qui nous disent ah, il y a des jeux d'imitation et puis il y a des jeux de confrontation, etc. C'est de dire en fait, dans un jeu, il peut y avoir des dimensions qui se combinent ou pas, et je peux avoir donc un engagement à travers 6 dimensions que je vais détailler donc dans les diapos suivantes: le moteur, l'épreuve, la diégèse, l'intrigue, la relation à autrui et la ludologie, c'est-à-dire la culture ludique, la prise de recul sur les jeux qu'on va trouver très souvent chez des joueurs passionnés, alors parfois passionnés depuis la naissance, enfin depuis la petite enfance, ou parfois sur des trajectoires explosives, un peu comme celle que décrivait Jean-Marie, c'est-à-dire en 2 ans, d'un seul coup, on bascule, quoi, on tombe dans la marmite. Et le regard ludologique, c'est celui qu'on va avoir très souvent dans les fins de partie, en disant ah ouais, mais ça me rappelle tel jeu italien, ça c'est marrant parce que telle mécanique tu l'as pas prise chez un tel, tout ça, c'est-à-dire une capacité à prendre du recul, à avoir un regard d'érudition et de culture ludique, comme on peut avoir un regard cinéphilique à la sortie d'une salle de cinéma ou après le visionnage d'un DVD. Ce modèle, vous voyez qu'il est également à 2 couleurs, au sens où l'engagement ludique, c'est pas que de la partie. Des amateurs de jeux, que ce soit de jeux vidéo, de jeux de plateau, etc., ils ont un engagement ludique qui fait qu'ils vont en parler beaucoup plus que les autres. Ils vont beaucoup aller sur le web et échanger dessus. Et y avait un éditeur il y a quelques années dans le monde du jeu de rôle qui avait comme slogan « râler moins, jouer plus ». Mais râler sur l'état du monde du jeu est une activité d'engagement hors partie. Mais il n'y a que des ludistes en fait qui râlent sur l'état du monde du jeu. Les gens qui sont indifférents à l'état du monde du jeu n'ont pas cet engagement hors partie. Les fans de jeux vidéo vont passer énormément de temps à en parler, en plus du temps qu'ils passent à jouer. Donc
Donc si on tient compte de toutes ces dimensions de l'engagement ludique, eh bien on ne se contente pas d'observer les gens entre le A et le Z de la partie, on leur demande aussi comment ça se passe dans leur vie quotidienne, quand ils vont dans les boutiques, quand ils vont sur le web, quand ils vont dans des conférences, alors qu'ils pourraient utiliser le même temps pour jouer, ou des choses comme ça. Et puis, on a une épaisseur, alors qui m'a amené à découvrir les outils 3D dans OpenOffice, qui est donc le sous-engagement ou le sur-engagement. C'est-à-dire l'idée que l'engagement, c'est pas nécessairement quelque chose de parfaitement maîtrisé. On peut avoir des gens qui sont sous-engagés, c'est-à-dire qui sont autour d'une table de jeu, mais qui attendent la fin comme on attend la mort. C'est-à-dire que, vous voyez, la partie de Monopoly, quand tu n'as pas eu de chance dans les 2 premiers tours. Après, tu sais que tu vas te faire broyer, mais tu sais que ça va prendre 2h30. Donc là, c'est du sous-engagement. C'est, je suis venu à la soirée jeu, mais c'est pas moi qui conduis. Donc, voilà, le zombie que vous avez à la table et qui va être en sous-engagement. Et à qui on va dire, c'est à toi. C'est à toi. Ou la personne. C'est quoi les cubes marrons en fait? C'est du bois. Attends, ça fait 4 heures quand. Donc voilà, cette personne sous-engagée, elle nous casse les pieds, mais elle est dans le modèle. Et ça peut être nous, dans des situations où on s'est retrouvé bien contre notre avis, embarqué dans une expérience ludique qui nous déplaît. Le surengagement, ça peut être, c'est souvent présenté comme le joueur modèle. En fait, c'est un joueur monstrueusement casse-pied aussi. C'est la personne, par exemple, totalement calculatoire, qui est dans l'engagement par le moteur, c'est-à-dire qui cherche tout par rapport à la règle du jeu pour optimiser, et qui va passer 5 minutes à chaque tour à réfléchir, alors que les autres jouent leur tour en 25 secondes. Donc pareil, on a tous cette créature autour de nous, c'est parfois nous, hein, mais en gros, si on suit les 6 flèches, on peut avoir 6 formes de surengagement. Le surengagement par l'épreuve, c'est la personne qui va essayer de gagner coûte que coûte, y compris en trichant, y compris en se montrant monstrueusement désagréable avec les autres, en utilisant des techniques de perturbation simplement pour pourrir les adversaires, c'est-à-dire en n'ayant plus aucune étiquette dans la maîtrise du jeu. Alors, on va suivre donc les 6 lettres de Médial. Je vais passer un peu rapidement sur certaines, mais juste pour vous montrer ce qu'implique cette modélisation à 6 flèches. D'abord, la motorisation. Le moteur d'un jeu, il va servir à simuler donc le fruit. Alors, pas des actions simples, c'est en général des actions problématiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas une règle de simulation pour vous expliquer comment on tient debout, comment on respire, comment on marche, sauf si ça devient problématique. Si on est dans un jeu où l'oxygène manque, on va avoir des règles pour expliquer comment on respire. Si on est dans un jeu médical, on va expliquer comment fonctionne tel ou tel organe. Sinon, dans un jeu classique, on ne va pas vous expliquer dans Hitman comment le foie de l'agent 47 est en train de sécréter ceci ou cela. Donc le moteur ne vise pas, et ça c'est un truc que les théoriciens de la fiction ont du mal à encaisser, parce qu'ils travaillent beaucoup avec l'idée de monde possible, et j'arrête pas de leur dire, mais non, regardez les jeux. Les jeux ne créent pas des mondes possibles, ils créent des mondes jouables. Si vous jouez à Skyrim par exemple, un merveilleux jeu vidéo, votre personnage ne dort pas, il ne se repose pas, il ne mange pas, etc. Sauf si vous jouez avec un mode survie, où là il va falloir tenir compte donc de ces états. Et pourquoi le personnage ne dort pas? Parce que c'est pénible de devoir s'arrêter pour faire dormir son personnage. Les joueurs n'ont absolument pas envie de ça. Les personnages dans les jeux vidéo régénèrent à toute vitesse. C'est-à-dire, tu viens de prendre 3 balles de M16, piqûre d'adrénaline, tranquillou, je continue. Piqûre d'adrénaline alors que tu viens de passer dans un incendie. Tu viens d'être empoisonné, etc. Non, piqûre d'adrénaline. Cherche pas. Donc on va avoir Lara Croft, est une espèce de Wolverine plus sexy, quoi, enfin de mon point de vue. C'est-à-dire que par rapport à ce que Lara Croft subit, elle est passée sans arrêt dans la lessiveuse du jeu d'aventure. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où il faut tomber, c'est Lara, elle est poissarde, la pauvre fille, et en même temps elle régénère tout le temps. Et ça crée de la jouabilité. Ça crée pas du réalisme, mais c'est pas faute d'avoir essayé d'autres manières de simuler, parce que dans le jeu vidéo il y a bien entendu une énorme diversité des techniques, mais on s'aperçoit que si on veut correspondre aux attentes des joueurs majoritaires, on est obligé de créer ce type d'entorse.
Deuxième élément, le moteur va proposer un système de simulation donc qui va s'appuyer plus sur des règles de vraisemblance que sur des règles de réalisme, et aussi qui va intégrer des conventions de genre. On peut, notamment dans le cas de jeux vidéo, faire des réglages de difficulté ou des réglages d'ambiance, et dans les jeux de rôle sur table, typiquement l'appel de Cthulhu, on peut choisir de jouer sur un mode très Lovecraftien en tenant compte énormément de la santé mentale, c'est-à-dire tu vois un monstre, tu risques de finir à l'asile, et hop, tu vas faire des jets de santé mentale et voir si ça se répercute donc sur tes névroses, sur la vision des autres, etc. On a tout un jeu des maladies mentales et des séquelles mentales qui est super intéressant dans ce jeu. Ou on peut choisir de jouer en mode pulp. Et là, tu vois un monstre, c'est-à-dire que tu affrontes le monstre comme si il était ton voisin de palier, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas du tout cette question de l'appréhension terrifiante de l'inconnu qui est une des clés de la lecture de Lovecraft. Et en même temps, si tout le monde est d'accord autour de la table pour jouer Pulp et dire on va pas jouer des personnages Lovecraftiens, mais on va jouer les enfants d'Indiana Jones, ou plutôt les parents d'Indiana Jones puisqu'on est dans les années 20, c'est du moment que ça remplit le contrat social autour de la table, ben, on va avoir des règles de simulation qui permettent de jouer l'un ou l'autre. Si je joue dans l'espionnage, je ne vais pas avoir des règles sur des petites maladies ou des petites blessures. Jamais James Bond va se faire une entorse. James Bond, soit il se fait exploser pour ensuite être dans une maison de repos où il va emballer la soignante. Parce que voilà, c'est le James Bond des années 60, c'est en gros les seuls moments où il est blessé, c'est pour pouvoir draguer encore plus qu'avant. Soit il n'est pas blessé. Comme Lara Croft qui a jamais de séquelles, quoi. Elle va jamais boiter. Sauf si on a une cinématique où il faut bien qu'on montre qu'elle a pris cher, et juste après elle va se remettre à cavaler parce que le monde doit être jouable. Et qu'une Lara Croft qui boite, c'est quand même un petit peu ennuyeux en termes de rythme. Et puis, le niveau de détail va dépendre des promesses et des attentes qu'on a faites autour du jeu. C'est-à-dire que si on a un jeu, par exemple, d'investigation policière, je parlais de Cops, par exemple, dans le monde du jeu de rôle sur table, on va avoir des règles assez pointues sur l'interrogatoire policier, qui seront complètement superflues si on travaille sur de la fantasy épique où on passe son temps à taper du gobelin. Donc le système de simulation qui est proposé par le jeu va avoir un niveau de grain, un niveau de zoom sur tel ou type d'action qui va dépendre des promesses éditoriales qui ont été faites et des attentes qu'on a construites chez les joueurs par rapport à une gamme, par rapport à un type de jeu ou autre. Donc il y a un aspect moteur au sens système de simulation. Ensuite, les épreuves, c'est ce qui va déterminer en gros si on réussit ou si on échoue. C'est-à-dire tout jeu fonctionne à minima sur l'envie de gagner. Bien entendu, ça s'enrichit de plein de choses, c'est pour ça que le modèle a plus de dimensions que simplement la dimension épreuve. Mais même dans les jeux de hasard pur, on a l'impression qu'on est mis à l'épreuve. J'avais fait le test avec des jeunes enfants sur la bataille. La bataille, tu retournes les cartes, tu compares, tu gagnes la carte ou pas. C'est un jeu de hasard pur. J'avais un enfant qui avait un bras dans le plâtre. Je lui dis, oh bah, ne te fatigue pas, je vais retourner les cartes à ta place. Au bout de 2 minutes, il ne regardait plus le jeu. C'est-à-dire que il avait, et c'est le sentiment qu'on a au début, hein, quand on découvre ce genre de jeu, l'impression que le fait de retourner lui-même les cartes avait un impact sur la partie. C'est-à-dire que si on dévoile simplement le fait que le jeu est un jeu de hasard pur, vous savez, les gens qui embrassent les dés par exemple, ou qui vont avoir toute une série de petites prières perso quand ils sont sur des machines à sous, ils sont dans une épreuve, même si d'un point de vue rationnel froid, on se dit mais ils sont couillons les pauvres, on va avoir cette idée qu'on a prise sur les conditions de sa victoire. Et la particularité du jeu par rapport aux épreuves qu'on traverse dans la vie quotidienne, c'est que la consigne, le déroulement de l'épreuve, la présentation de son résultat sont lisibles. Alors que dans l'essentiel des épreuves qui nous concernent dans la vie quotidienne, on va avoir très peu d'explicitation des consignes, de clarté sur le déroulement de ce qu'on est en train de faire, et de visibilité du résultat. Est-ce que mon couple est renforcé ou affaibli à
travers ce que j'ai fait cette semaine. C'est une vraie épreuve, hein. Mais essayez d'expliciter ça en termes de consignes, déroulement, résultat, vous êtes très mal. C'est-à-dire que la particularité, est-ce que si j'enseigne, est-ce que les gens comprennent ce que j'ai dit ou pas? Si je fais un jeu, je vais avoir une petite jauge, hein, je vais avoir des élèves qui vont sortir, comme des Sims, avec une jauge qui va être remplie. Ça y est, je les ai remplis de connaissances, c'est bon. J'ai réussi mon épreuve. Si vous enseignez, vous savez à quel point c'est compliqué de savoir si on a réussi ou pas à faire passer un message, hein. Et on peut avoir bien entendu des épreuves lisibles qui sont scénarisées ou non. Tous les jeux qu'on appelle bac à sable, hein, typiquement GTA, donc dans le cas du jeu vidéo, vont proposer en fait un environnement dans lequel on peut se mettre à l'épreuve soi-même. C'est-à-dire on peut se dire, bon, cette fois, la route que je prends toujours, je vais la prendre à contresens et avec une voiture extrêmement rapide. Ou le casse dans la bijouterie, au lieu de le faire avec une voiture de sport, je vais le faire avec une voiturette de golf. Et si avec une voiturette de golf, j'arrive à échapper à la police, eh bien, je vais avoir réussi une épreuve de manière très originale par rapport à ce que le jeu me proposait. Une épreuve scénarisée, ça se construit à deux niveaux. À la fois l'enjeu qui concerne les joueurs, c'est-à-dire en gros qui va gagner autour de la table, par exemple, dans un jeu de société, et l'intrigue qui va concerner les personnages. Et idéalement, on arrive à faire correspondre les deux. C'est-à-dire, dans des scénarios de Time Stories, par exemple, on a souvent proche du dénouement du scénario, un jeu beaucoup plus dur, ou une épreuve inhabituelle, hein, dont je ne donne pas la nature, parce que c'est justement une des saveurs du jeu, sur laquelle on va se poser la question, tiens, là on doit fournir un effort supplémentaire par rapport à ce qu'on faisait en début de partie. C'est-à-dire que au moment où l'intensité de l'intrigue monte pour les personnages, on va avoir des demandes plus intenses, plus nouvelles pour les joueurs. Et si on arrive à faire matcher les deux, on va avoir un déroulement de scénarisation qui va être globalement plus efficace. Enfin, la scénarisation interactive, même si on est habitué à ça largement par le jeu vidéo, n'est pas nécessairement orientée succès. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, à propos des flics qui font une entorse à la règle, ils ont passé une excellente soirée, ces joueurs. C'est-à-dire qu'ils se sont fait sanctionner, ils se sont retrouvés dans les pires situations pour leurs personnages, mais eux, ils sont énormément amusés parce que justement, ils disaient, mais ça arrive jamais dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo policier, on arrive toujours, parce que c'est orienté succès, à résoudre l'enquête. Alors il y a Elle est Noire qui est un petit peu particulier de ce point de vue-là, on peut toujours nuancer, mais une situation où on se retrouve, on se fait rattraper par les bœufs carottes au bout d'une heure et demie, et ensuite on passe son temps à répondre à sa hiérarchie et à l'inspection des services, finalement ça n'arrive que dans la scénarisation qui tient compte de la possibilité de l'échec et qui dit l'échec n'est pas juste un retour à la sauvegarde d'il y a un quart d'heure, ça peut être aussi un développement narratif super intéressant. Sur la diégèse, donc le dé de médial, la diégèse, donc, souvent on dit c'est le monde de fiction. La diégèse, c'est l'espace-temps qu'on me propose dans une fiction. C'est le plateau que j'ai quand j'ouvre la boîte d'un jeu de plateau. Le plateau plus les cartes, c'est-à-dire en gros l'espace-temps, les personnages, les événements, et ça fait monde ou pas. C'est-à-dire que si je m'intéresse à Game of Thrones, on voit bien que c'est fait pour faire monde. C'est-à-dire que je vais avoir en plus des génériques qui vont nous montrer la carte pour les différents continents, etc. C'est-à-dire que dans ma tête, l'action de Game of Thrones revêt un intérêt parce qu'elle est géopolitique, parce que la diégèse est large. Je peux aussi avoir au contraire des micro-diégèses. C'est-à-dire que je vais dire, là, dans ce jeu, tu joues dans un sushi bar. C'est tout. À la limite, il pourrait être au Japon, en France, dans une station spatiale, on s'en fout. La diégèse pertinente, c'est juste un sushi bar à tel endroit et on ne va simuler que ça. Les questions qui se posent en termes d'interactivité, c'est quelles sont les limites qu'on va donner à cette diégèse. La question de l'accessibilité, est-ce que je peux aller dans tous les lieux ou pas? On le voit dans les jeux vidéo, très souvent, les espaces qu'on donne sont représentés comme des archipels. Et quand on essaye de s'en aller en prenant la mer, au bout d'un moment, on se heurte à une limite invisible du monde. Ce qui n'est pas accessible non plus, c'est le ciel. On peut avoir des avions, etc. Mais
dans les espaces, la diégèse d'un jeu vidéo, on est dans la vision antique du monde. La Terre est plate et le ciel est effectivement une espèce de rideau piqueté d'étoiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vrai mouvement des astres, donc il y a des limites d'accessibilité qu'on a tous naturalisées quand on joue aux jeux vidéo, mais qui ne sont pas si évidentes que ça. L'extensionnalité, c'est est-ce que je peux poser des questions sur un niveau de détail si je pose la question, par exemple, des détails du bois du parquet qui est sous mes pieds, dans le monde réel, je peux zoomer, regarder au microscope, etc. Si je suis dans un jeu de rôle et que je demande à Fall de me dire c'est quoi ce bois, etc., il va être obligé de m'improviser une réponse. Il n'en sait rien parce que dans son scénario, il n'a pas écrit oui, alors le bois dans cette salle, c'est de l'acajou, mais il va me dire quelque chose. Si je suis dans un jeu vidéo, ça va pixeliser. C'est-à-dire que si je regarde à un extrême niveau de détail, je vais toucher une limite d'extensionnalité. Et bien entendu, autour d'une table, le meneur de jeu va jamais me dire ah bah, j'en sais rien parce que ça pixelise. C'est-à-dire qu'il est obligé de me donner des réponses sur des questions alors qui sont parfois complètement anecdotiques, mais qui peuvent être parfois tout à fait centrales pour l'action, parce que je suis en train, par exemple, de préparer un incendie, de creuser le bois, d'imaginer une suite tactique à ce qu'on m'a proposé en termes d'interactivité. L'opérabilité, c'est est-ce que je peux faire avec les objets ce que je ferais dans le monde réel. Donc dégonder une porte, soulever une plaque d'égout, autant de choses qu'on peut faire avec l'objet réel et que souvent on ne va pas faire dans des fictions interactives type jeux vidéo parce que c'est juste pas prévu par le code. Autre question qu'on va se poser sur la construction de l'espace-temps dans la fiction. Est-ce que c'est un environnement qui est sous-déterminé, c'est-à-dire dans lequel en fait je suis sur la page blanche et il peut se passer absolument ce que je veux? Donc c'est ce qui se passe quand on est en jeu de rôle sur table, c'est-à-dire qu'on est juste dans le dialogue, donc on décide de placer effectivement l'oasis où on veut dans le désert, etc. Est-ce qu'il est déterminé, c'est-à-dire est-ce qu'il est fixé par des développeurs qui ont créé un espace en 3D dont les limites sont clairement indiquées, ou est-ce qu'il est surdéterminé? Si je joue dans la forêt, je vais avoir une détermination qui ne dépend pas juste de mes choix de scénariste. S'il y a un sanglier dans la forêt, il est vraiment là. Et donc mes personnages costumés, etc., ils vont vraiment se rencontrer un sanglier. Exemple de ça, comment je décide qu'il neige? Si je suis à une table de jeu de rôle, le meneur de jeu dit il neige, ça y est, il y a de la neige. Si je suis dans un studio de jeux vidéo, c'est une réunion avec les développeurs. Je voudrais qu'il neige. Ah ouais, mais ça va. Ok, on va voir si c'est possible. C'est pas la même chose en termes de codage, etc. Si je suis dans un jeu de rôle grandeur nature dans la forêt, si je veux qu'il neige, j'ai intérêt à bien choisir mon endroit et ma saison, parce que sinon j'aurai pas de neige. Donc la question de la détermination des événements que je veux scénariser dépend du type d'environnement dans lequel je campe ma diégèse. Et enfin, les discontinuités, les bizarreries de la diégèse et surtout l'expérience de la dangerosité, de la difficulté. Je parlais de Skyrim, on gambade pas dans Skyrim. Dès qu'on est dans la forêt, il y a des bêtes féroces. Il n'y a pas d'endroit sûr. On a tout de suite une expérience qui crée une interactivité de fait parce que l'environnement a été créé pour sans arrêt générer de l'attention. Un exemple dans le domaine du jeu de rôle sur table, la ville de la Élite, qui est une des créations françaises les plus récurrentes, hein, on en est à une nouvelle édition de la Élite, vous voyez comment l'espace a été pensé, c'est-à-dire qu'on a une ville dans laquelle on a un bord de lac, on a une immense faille que vous voyez qui serpente dans la ville, et donc on se pose des questions sur l'origine de cette faille, sur pourquoi on a été construire une ville à cet endroit-là, sur les répercussions scénaristiques que ça peut avoir. C'est-à-dire si le pont qu'on voit tout au bout de la faille est détruit, la ville se retrouve littéralement coupée en deux. Et donc plus on crée de discontinuité comme ça dans l'espace, plus on crée un espace qui est complexe, qui est torturé, fracassé, etc., plus on va créer des prises pour l'interactivité. Le volcanisme, tout à fait flagrant, avec ces énormes cheminées qu'on voit à droite de l'image, pose aussi des questions donne envie de scénariser. Si on fait une ville toute plate,
ça crée beaucoup moins d'appétence pour la scénarisation. Au cinéma, ils n'arrêtent pas de faire ça. Si vous regardez les Pirates des Caraïbes, Port-Royal, qui est une ville totalement plate en réalité à la Jamaïque, ils ont pris des falaises. Parce que Jack Sparrow qui sauterait d'un monticule de 3 mètres, c'est ridicule. Jack Sparrow qui saute d'une falaise, là on a de l'aventure. Quand ils arrivent à Singapour dans le 3e, Singapour c'est totalement plat. La vue sur Singapour que nous donne Verbinski, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement vallonné. C'est-à-dire présenter une diégèse très torturée, traversée de discontinuités, d'anomalies, etc. Ça crée plus facilement l'idée de tension narrative. Les intrigues, donc la flèche des intrigues, c'est plus intéressant de parler d'intrigue que de parler de récit. C'est-à-dire que si je suis dans un cheminement simplement de récit interactif, je sais comment ça va se terminer. En gros, si je vous fais le récit d'une œuvre, je vous le spoil, je vous la spoil. Si je vous donne l'intrigue d'une œuvre, je m'arrête au moment maximum de l'attention. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et l'intrigue donc va créer, alors là-dessus les personnes que ça intéresse, je renvoie aux travaux de Raphaël Baroni, qui est vraiment le maître sur ces questions-là, sur les questions de tension narrative. Quand je livre une intrigue, je maintiens la tension narrative, soit orientée vers le passé, c'est-à-dire de la curiosité, qui a tué le docteur Leblanc, soit vers le suspense, c'est-à-dire que va-t-il se passer, comment va-t-on s'échapper de cette prison, qui va sauver la planète cette fois. Et il y a de la place pour la surprise, et donc le risque de spoil est important. Et il y a également la clé de la résolution qui est laissée en suspens, c'est-à-dire que je ne dis pas comment les scénaristes vont s'en tirer. Donc j'ai une logique de cliffhanger dans l'intrigue qui n'est pas présente si j'utilise la notion de récit ou la notion de story, qui est souvent utilisée dans le vocabulaire du développement de manière souvent impropre, parce qu'on va considérer que le dénouement va de soi. Alors que ce qui est intéressant dans l'interactivité, c'est qu'on peut avoir une prise sur le dénouement de l'histoire, notamment dans l'interactivité quoi, dont je vous parlais tout à l'heure. Également, donc, les différents types d'intrigues vont engendrer différents choix de création diégétique, c'est-à-dire quel espace-temps je vais donner dans ma fiction, et d'écriture de scénario. Marie-Laure Ryan, donc la grande chercheuse américano-suisse, a identifié 3 grands types d'intrigues. L'intrigue épique, c'est en gros le personnage face à l'environnement, c'est la quête, l'environnement hostile. Et donc, si vous voulez créer une dominante épique, vous allez créer un environnement très dangereux, ce que je vous disais à propos de Skyrim. L'intrigue dramatique, c'est centré sur les relations entre les personnages. Donc là, on peut avoir un environnement, au contraire, complètement neutralisé, pas très dangereux, mais où les intrigues de cour, les intrigues entre gens riches qui vont bien, etc., vont malgré tout être passionnantes. Parce que même si le danger n'est pas présent dans leur environnement, le danger, c'est qu'ils sont au milieu des requins, quoi. C'est House of Cards, typiquement, où si ces gens-là décidaient d'un seul coup de se comporter comme des bisounours, ça n'aurait aucun intérêt. Et puis, l'intrigue épistémique, c'est la résolution d'une énigme. C'est Sherlock Holmes, c'est-à-dire on a un environnement qui n'est pas particulièrement dangereux, mais qui est une source d'indices, et des personnages qui sont plus des témoins que réellement des protagonistes d'un conflit. L'objectif est surtout de les interroger pour recueillir des infos. Sur l'autrui, donc l'avant-dernière flèche, c'est une extraordinaire base narrative, puisque dans le jeu, on a une socialisation qui peut se faire à plein de niveaux différents et parfois interconnectés. On va bien entendu, c'est du jeu de société, on va socialiser entre joueurs. Mais si chaque joueur a un personnage, donc un PJ, un personnage joueur, on peut avoir des dialogues entre personnages et joueurs, et puis on le voit, et c'est notamment une des clés de la scénarisation dans les jeux vidéo, avec les personnages non joueurs. L'une des techniques pour créer des émotions fortes dans les jeux vidéo, dans la mesure où on tue très peu les héros eux-mêmes, puisque en gros il faut pouvoir les réutiliser d'un épisode à l'autre, etc. Ça consiste à tuer les personnages secondaires. Quand on demande aux gens les épisodes qui les ont fortement marqués dans les jeux vidéo,
C'est ah ouais, mais Mass Effect 2, quand j'ai dû choisir de sacrifier un tel ou une telle, c'était trop dur. Alors qu'en fait, ton personnage à toi, il s'en sort complètement intact, puisqu'il faut qu'il puisse jouer le 3. Donc, on va créer des relations artificielles mais fortes avec les personnages non joueurs, parce que ce sont d'excellents outils pour supporter les péripéties et surtout pour supporter la question du deuil, de l'attachement, des questions qui engendrent de l'investissement émotionnel. Donc, les jeux sont très intéressants en termes de socialisation, déjà parce qu'il y a ces trois épaisseurs, ces trois possibilités de socialiser qui sont à plusieurs niveaux, parce que ensuite, dans le relationnel qu'on va créer avec autrui, on peut créer des situations explicitement coopératives ou explicitement compétitives, alors que dans notre vie quotidienne, on ne sait jamais trop. Quand on arrive au travail, on est censé être coopératif, mais bon, dès qu'on a un petit peu de réalisme sociologique, on se rend compte que non. On a aussi des coups bas, des formes de compétition qui se déroulent, et ça, on peut le doser de façon explicite dans un jeu. Et puis on a bien entendu la socialisation par groupe stable, les guildes qui vont se constituer, les tablées de joueurs qui vont être récurrentes, etc. et qui petit à petit vont créer une mayonnaise particulièrement intéressante parce qu'ils vont avoir des connaissances partagées, des références, des private jokes, etc. Donc ce qui est intéressant dans le collectif de joueurs, et je renvoie notamment à tous les travaux qui ont été faits sur les MMORPG, sur l'expérience donc des collectifs de joueurs en ligne sur EverQuest, World of Warcraft et tout ce qui a suivi, c'est que eux-mêmes sont source d'enjeux entre les joueurs et d'intrigues entre les personnages et vont parfois générer leurs propres épreuves. Qui va être élu roi ou reine de notre royaume? Qui va diriger notre guilde? Comment on va gérer l'exclusion de tel ou tel personnage? Comment on va gérer les absences de tel ou tel personnage? On va avoir toute une série d'enjeux qui ne sont pas nécessairement prévus par les scénaristes, mais qui vont enrichir les intrigues. Et ce qui est intéressant, notamment en jeu vidéo en ligne, c'est que le jeu vidéo, c'est du digital, parce qu'on n'a pas encore d'intelligence artificielle qui serait capable de communication analogique, mais les joueurs dans le digital, quand ils échangent par tous les moyens qu'on connaît, des moyens de chat, des moyens directs, des moyens de danse, de communication gestuelle, etc., eux sont dans l'analogique. Et donc ils peuvent donner un vécu plus riche que ce qu'on a dans le jeu en solo, en monoposte, du fait qu'ils enrichissent donc la communication digitale par des choses plus fines, plus complexes, pas nécessairement plus délicates, ça peut être un peu bourrin, mais en tout cas on a des choses qui ne se produisent pas quand on est seul face à sa machine. Dernier point, donc c'est l'enrichissement ludologique, c'est-à-dire tout ce qui vient de la prise de hauteur et de la culture ludique qu'on peut se constituer. Alors, elle peut être académique au sens où maintenant il y a beaucoup de livres, de publications, plutôt en anglais mais quelques-unes en français, sur les jeux en tant que discipline de recherche. C'est que finalement la culture ludique telle qu'on la développe autour des tables, et c'est pas simplement les gens qui se donnent l'étiquette de chercheurs sur le jeu qui le font, ça peut être simplement des passionnés qui sont passionnants à écouter sur leur connaissance, leur érudition sur le jeu. Ça peut être donc des personnes qui, du fait d'une grande connaissance, d'une grande culture ludique, vont importer dans des jeux des pratiques qui viennent d'autres jeux, qui vont dire ah, si on jouait aux Aventuriers du Rail, classique du jeu de plateau, avec des outils de jeu de rôle. C'est-à-dire, tiens, on va donner un nom à notre compagnie de train, on va lui donner un logo, et puis on va communiquer, non pas comme des joueurs autour de la table, mais comme des barons du rail de l'Europe ou de l'Amérique du début du XXe siècle. Et ça, c'est un enrichissement très fort. On peut avoir des gens qui disent arrêtons de faire du jeu de rôle classique avec un seul meneur de jeu, pratiquons la narration partagée. Ou parce que ils ont pratiqué Time Stories, essayons de reprendre le jeu que nous faisons d'habitude avec un meneur de jeu qui arbitre, qui narre, etc., sans meneur de jeu, avec un système de cartes qui va nous permettre de vivre quelque chose de différent. Ne pas avoir nécessairement quelqu'un qui va présenter les situations et les gérer en termes d'arbitrage. Ça peut être aussi, et ça c'est bien entendu un champ de recherche en soi et assez infini, une interactivité
beaucoup plus profonde qui consiste à dire je vais carrément changer le jeu. Je ne vais pas juste gesticuler à l'intérieur de la diégèse, aller ou non sauver le prince, la princesse, aller chercher des trésors, résoudre l'énigme, etc. Mais c'est dire, le jeu, j'en fais mon outil d'action. Je vais changer les règles. Je vais reprendre les 5 flèches précédentes et je vais dire, moi je modifie le moteur. Moi je modifie le type d'épreuve. Maintenant, l'épreuve n'est plus de réussir ceci, mais c'est d'empêcher cela, par exemple. Et on en parlait ce matin, notamment avec Fall, sur des erreurs de lecture de règles qui deviennent des variantes officielles. C'est-à-dire qu'on s'est trompé quand on a lu la règle allemande de tel jeu. On a diffusé en France donc une version fausse d'un jeu de société, sauf que c'est pas une version fausse donc mauvaise, c'est une version fausse donc alternative, et ça devient dans la règle suivante, dans l'édition suivante de ce jeu allemand, la version française, la variante française. C'est-à-dire que de la même façon qu'on a des hacks dans le jeu vidéo qui deviennent à leur tour des jeux vidéo à grand succès, typiquement Counter-Strike et autres, on peut avoir donc une interactivité qui se fait à un niveau à la racine, si vous voulez, du jeu, parce que on va non pas assumer une posture de simple joueur, mais carrément basculer dans une posture de développeur alternatif. Enfin, donc, l'enrichissement ludologique, il sera d'autant plus favorisé que on harmonisera, et c'est en ce sens que je propose ce type d'outil. Je ne propose pas, je dirais, pour évangéliser les troupes, je les propose parce que voilà avec quoi je travaille. C'est-à-dire, je vous explique un peu comment j'essaye de naviguer d'un type de jeu à un autre, en essayant d'avoir un vocabulaire maîtrisé, harmonisé, et qui permette de basculer du digital à l'analogique sans nécessairement les considérer comme équivalents. C'est-à-dire tenir compte des différences de culture, d'intention scénaristique, d'expérience de jeu, et en même temps avoir un vocabulaire qui permette de faire apparaître ces différences-là. Donc pour conclure, le travail en cours que je vous ai présenté, cette enquête dont j'espère donc boucler l'essentiel des conclusions dans un an et demi, c'est donc un travail à la fois narratologique, donc sur les techniques de scénarisation, et sociologique, donc sur l'observation des usages, des effets qui se passent autour des tables, mais également de la façon dont de manière très proactive les joueurs peuvent s'emparer de choses, parce que ce ne sont pas juste des espèces de victimes passives d'une règle de jeu, quoi. La règle, ils s'en emparent, ils la chamboulent, ils en font autre chose. J'espère que ça aide à mieux comprendre quelque chose qui nous concerne tous en tant que citoyens, consommateurs, etc., qui sont dans un environnement transmédiatique où les fictions, effectivement, se déclinent en entrée extrêmement variée dans les univers les plus populaires. Tout n'est pas décliné à travers une palette de médias, mais si je m'intéresse à la Terre du Milieu, je peux lire Tolkien, je peux regarder les films de Jackson, je peux jouer à l'ombre de la guerre ou à l'ombre du Mordor, je peux prendre le jeu de plateau Le Seigneur des Anneaux, et je vais avoir à chaque fois un éclairage et un point d'entrée différent dans la diégèse, y compris jouer les méchants, y compris chercher une histoire alternative où on ne va pas nécessairement détruire l'anneau. Cette pluralité, je pense que c'est une des clés de compréhension de l'interactivité aujourd'hui et de la cohabitation finalement assez harmonieuse des formes contemplatives classiques où je laisse l'histoire m'emmener, parce que être meilleur scénariste que Tolkien, il faut quand même se lever tôt, quoi. Voilà. On n'est pas toujours au niveau, quand on est en interactivité, des très grands scénaristes de notre histoire. Et en même temps, la volonté de se dire cet univers est tellement génial que j'ai envie de vivre le quotidien d'un hobbit, que j'ai envie de voir ce que ça serait d'élever des gobelins dans une cuve, ou ce genre de pratique. L'autre point d'entrée qui me semble plus proche des préoccupations qu'on a dans l'enseignement et dans les écoles d'art, c'est la question que je laisse complètement ouverte, parce que là-dessus, je me pose moi-même énormément de questions, la question des articulations entre l'interactivité avec ce modèle complexe que je vous ai proposé, sur lequel, donc, je vous dis, c'est plus une série de questions à se poser qu'une série de réponses toutes faites que je vous parachuterai comme ça du haut d'une quelconque expertise.
l'idée, c'est qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps d'immersion en art, avec l'idée d'œuvres immersives, d'œuvres qui sortent du musée, qui créent des conditions, ou qui sont dans le musée, mais dans lesquelles on va naviguer, hein, on va rentrer dans l'œuvre, on va se placer dans des états modifiés donc de présence. Et je pense que la question de l'immersion qui a été particulièrement travaillée par exemple par l'équipe du CERAP à Paris 1, donc les figures de l'immersion, par exemple le bouquin qui a été coordonné par Bernard Gelton, donc qui est enseignant en art. Enfin, le CERAP, c'est le centre d'études et de recherche sur les arts plastiques. C'est l'équipe effectivement de Bernard Gelton, ou ce qu'on a chez Jean-Marie Schaeffer, à travers l'idée que chaque forme de fiction propose des vecteurs d'immersion particulières, mais que nous, en tant qu'utilisateurs, que visiteurs de musées, que joueurs, etc., on peut avoir des postures d'immersion différentes. Et c'est à cette richesse et à cette complexité des articulations que j'ai essayé de vous sensibiliser donc, avec cette présentation. Je vous remercie infiniment. C'est une question d'eux. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions, rapidement. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir sur la question? Bon. Sinon on enchaîne. Ah, ok. Bonjour, je voulais juste savoir quelle méthodologie vous employez pour la réalisation d'une enquête comme ça, quels outils sociologiques vous utilisez ou adaptez pour voir les joueurs. Il y a à la fois des moments précis qui sont très descriptibles au niveau méthodologique. On est dans de l'observation participante, par exemple. Sur du jeu de rôle sur table, par exemple, c'est très difficile d'être à côté de la table et simplement d'observer, ou simplement de poser un dictaphone ou une caméra. Donc là, il faut être dedans, notamment pour pouvoir expérimenter des choses. C'est-à-dire pour pouvoir dire, tiens, si à ce moment-là, je me comporte comme ça, qu'est-ce que ça va générer? Alors je ne fais pas toujours de façon disruptive parce que les gens sont là pour s'amuser, c'est pas des cobayes, mais le fait d'être en observation participante fait découvrir énormément de choses sur le vécu et tout ce que je disais sur le ressenti de l'interactivité, notamment le sentiment de dirigisme qu'on peut avoir à certains moments quand on propose quelque chose et qu'en face on se heurte à un mur. On a de l'observation simple, et sur le jeu vidéo je parlais de Hitman. Là, je ne vais pas prendre rendez-vous avec des joueurs pour les accompagner dans leur cave et regarder comment ils jouent. Enfin, j'ai Twitch. Les joueurs aujourd'hui se mettent eux-mêmes en scène. Alors après, il faut bien tenir compte du fait que Twitch, c'est un filtre. C'est-à-dire que je vais avoir que les joueurs qui ont choisi de partager. Donc... Mais mon objectif n'est pas d'avoir une représentativité de ce que sont les joueurs. C'est de voir comment, à partir d'un substrat qui est le même, c'est-à-dire ils ont tous acheté le même produit, les joueurs vont s'en emparer de manière différente. Donc là, on est sur l'observation typique. Et puis après, il y a de l'analyse de corpus. C'est-à-dire, j'ai des blocs documentaires, voilà, quand j'ai toute une gamme de Donjons et Dragons, toute une gamme de manuels de l'appel de Cthulhu ou autre. Là, c'est du travail, alors éventuellement avec des outils sociologiques de lexicométrie, un Prospero par exemple, donc un outil qui permet de travailler sur des corpus complexes, de travailler sur les dates. Je le fais, c'est un très gros investissement à chaque fois, donc je le fais vraiment sur des corpus qui me résistent. Quand je suis sur des corpus qui me sont très familiers, je fais l'analyse à la main, enfin à la main avec une lecture approfondie, mais c'est un peu les trois appuis que j'ai. Statistiquement, parce que c'est vrai que quand on pense sociologie, on pense souvent statistique. Statistiquement, on a très peu de choses sur mes objets. J'aimerais avoir des approches quantitatives, mais ce serait un travail de fou, il faudrait que j'ai une équipe et tout ça. Là, je suis sur un travail très exploratoire, donc j'ai pas les moyens du sociologue quantitatif. Ok, merci beaucoup. Merci. Une dernière question, après sinon gardez vos questions pour ce soir, enfin pour... Bonjour. Moi, je rebondis juste sur quelque chose. Vous avez parlé de Twitch juste avant. Et moi, je me demandais quel regard vous portiez sur les jeux qui sortent dernièrement et qui prennent en compte justement la diffusion sur Twitch et l'interactivité que peut avoir le chat sur le jeu que stream le streamer, justement, notamment
des choix que n'a plus le joueur, mais car le chat est choisi en fait de paralyser, d'entraver, ou au contraire d'encourager le déroulé du jeu justement. C'est une super question. Non mais c'est vrai. Enfin, là je rêve de la journée qui ferait pas 24 heures et qui me donnerait le temps d'investiguer ça, parce que pour moi c'est un sujet de thèse. Parce que ce que vous évoquez, c'est un sujet sur lequel j'aimerais avoir quelqu'un qui passe 3 ans de sa vie à travailler exclusivement là-dessus, parce que c'est d'une richesse incroyable. Et voilà, après je suis sur les mêmes contraintes que tous les chercheurs, c'est-à-dire je dois placer des terrains et des études au chausse-pied par rapport à un périmètre qui est déjà monstrueux. C'est-à-dire que si vous regardez les produits, les expériences, les terrains qui sont éligibles déjà sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est déjà normalement le travail d'une équipe. Là je fais ça tout seul, en plus d'enseigner. Mais c'est génial, votre sujet. J'ai hâte de lire la personne. Si c'est vous, j'en serais ravi. Si c'est quelqu'un d'autre, ce sera de toute façon avec beaucoup de curiosité. La personne qui travaillera ça, parce que c'est un enrichissement. Et quand je disais mon objectif c'est pas de travailler l'interactivité pour la dessécher et dire il n'y a qu'une manière de faire, c'est celle-là, etc. Les ayatollahs de l'interactivité qui ne voient qu'une manière de faire. Ce qui se produit en ce moment et le dialogue qu'il y a entre les studios, les streamers et les communautés Twitch au sens large, pour moi c'est un nouveau continent qui vient de sortir de l'océan, quoi. Donc j'ai juste pas le temps, mais c'est une super idée. T'as bien fait de venir, t'as ton projet de mémoire. Moi, j'aurais une question assez simple. Que pensez-vous des nouveaux jeux comme Echo, je prends comme exemple, qui ne laissent aucune interactivité au personnage, mais qui graphiquement est magnifique, qui est dans l'histoire aussi, qui est très développée, et qu'on érige ça comme, entre guillemets, une œuvre d'art? Je voudrais savoir votre opinion. Alors, moi j'essaye là-dessus d'avoir une prise de distance en termes notamment de lecture des critiques. Alors, sur les jeux les plus récents, là aussi pour des raisons simplement de faut dormir la nuit, j'ai pas eu le temps de travailler ça. Mais par exemple sur des jeux à interactivité très faible et à construction graphique et narrative très, très poussée, tout ce qu'a fait Telltale Games par exemple sur les adaptations de Game of Thrones, sur ce qu'ils avaient fait sur Batman, etc. En fait, je me rends compte que on a des ressentis très différents suivant que les gens sont pris par l'intrigue, la fameuse flèche de l'intrigue que je faisais apparaître, ou pas. C'est-à-dire que à partir du moment où ils se rendent bien compte que le jeu en lui-même ne laisse très peu de prise, on n'a que des QTE, que des choix binaires qui souvent aboutissent à la mort dans un cas, etc. Donc des architectures très très simples, mais une scénarisation efficace et une découverte, un univers très construit et tout ça, on va avoir des avis positifs, même si les gens disent bah finalement c'est un récit pouce-bouton, mais c'est un super bon récit. Mais il y a plein de moments, je pense notamment à Game of Thrones, la version donc, de Telltale Games, il y a des moments où la cinématique s'arrête, il faut faire quelque chose, et on doit appuyer sur la flèche pour avancer jusqu'au roi. Ludiquement, c'est nul, quoi. Mais ça évite d'avoir une cinématique de 4 minutes. Là, on a 2 cinématiques de 2 minutes, avec au milieu, tu avances jusqu'au roi. Et bien entendu, moi, en tant que joueur, ça me navre. Mais je peux comprendre, et justement, c'est pour ça que je développe Medial. C'est-à-dire que j'essaye, dans ces 6 flèches, de ne pas faire apparaître mes préférences à moi en tant que joueur, ou mes idées en tant que développeur. Après, je peux cartographier les gens, je peux cartographier les œuvres. Je peux me dire ce que fait Telltale, c'est effectivement hyper faible en termes de motorisation, etc. Mais en termes d'intrigue, ils ont mis le paquet. Donc, voilà, c'est l'idée que finalement, dans un modèle à 6 branches, un modèle multivarié, il y a de la place pour tout le monde, et que si une œuvre a du succès, même si ça ne me parle pas à moi, effectivement sur ce type de jeu, voilà, je l'ai fait parce que c'est mon job, mais voilà, je ne vais pas parler d'un jeu que j'ai pas fait, ça c'est clair. Après, je m'efforce systématiquement
de me dire, bon, si c'est pas ma cam à moi, où ça se situe dans le modèle médial, qui sont les gens qui aiment ça et pourquoi, sans chercher à leur jeter des cailloux, mais simplement en disant, il y a une diversité dans la production, et ça évite de tomber, je dirais, dans le travers, il y a des bons et des mauvais jeux. C'est-à-dire, pour moi, il y a des jeux qui remplissent ou non leurs promesses. Un jeu qui promet quelque chose, qui promet beaucoup d'interactivité et qui est totalement linéaire, sur ce volet-là, il trahit la promesse. Mais après, il peut être d'une telle qualité graphique, musicale, etc., qu'il a d'autres qualités. On ne peut pas être au sommet des 6 flèches à la fois. Ce serait le jeu idéal, et celui-là, je ne le connais pas.